d'être présent au Théâtre de Nîmes pour cette conférence. C'est notre première action culturelle. Vous savez qu'au-delà de la programmation des spectacles, on imagine une série de rendez-vous avec les artistes pour aller au-delà, pour les gens qui le souhaitent, comme vous ce soir, au-delà dans la rencontre avec les artistes pour créer du lien entre les œuvres, le projet artistique du théâtre et les artistes. Et c'est des rendez-vous qui prennent des formes très différentes. Ce soir, ça prend la forme d'une conférence, mais parfois ce sont des projections, des ateliers participatifs, des expositions. Tous ces rendez-vous, vous les retrouvez annoncés dans le programme avec des petits plus, puisque ça vient s'ajouter au spectacle. C'est des rendez-vous qui ont lieu parfois en amont du spectacle, parfois après les spectacles. Et c'est des rendez-vous qu'on aime bien faire en partenariat avec d'autres structures culturelles de Nîmes pour créer du lien entre les disciplines artistiques. Nous, spectacle vivant, on va à la rencontre d'autres disciplines, le cinéma, la littérature. Et ce soir, donc, on a fait appel au CAUE et on est ravis, c'est la première fois qu'on travaille avec le CAUE du Gard. Et ce lien, il se fait par l'artistique, puisque Emmanuel Huynh, qui est artiste associé ici au théâtre, s'intéresse à cette question de la danse et des corps dans les espaces, pas uniquement les théâtres, mais aussi les espaces que nous habitons, les espaces urbains, les territoires, l'environnement. Donc ça nous a paru un petit peu évident d'aller frapper à la porte du CAUE pour créer une rencontre qu'on a fait au mois de juin, je crois. Et à l'issue de cette rencontre, on s'est dit, eh bien, on va proposer une conférence au Théâtre de Nîmes. Voilà, donc on est ravis. Et juste pour vous dire que là, on se trouve donc dans le bar du Théâtre de Nîmes, qui ce soir est fermé parce que malheureusement, avec le Covid, ce bar ne peut plus être un lieu où on se retrouve debout, en convivialité, à discuter avec un verre à la main. Donc ce soir, il est fermé au public. Il sera ouvert au public les soirs de spectacle, uniquement, en mode restaurant, c'est-à-dire qu'il y aura des tables et il y aura un service à table, uniquement. Ce ne sera plus un bar où on peut rentrer comme ça librement, mais il sera quand même ouvert. Donc si vous arrivez tôt les soirs de spectacle et qu'il y a de la place au bar, puisque le nombre de places sera limité, vous pourrez vous restaurer un petit peu avant le spectacle. Je vous souhaite une bonne conférence. Je vais laisser la parole à Pascal Bézard et ensuite à Emmanuel. Bonsoir à tous. Je dirais que de la même manière, notre CAUE a été ravi de cette soirée décidée à l'issue du confinement avec Emmanuel Huynh et Lise-Marie Cabasson qui sont venus dans notre CAUE. Et les 2 heures que nous avions passées ensemble, justement, nous ont paru très courtes à cette période. Et donc, prolonger le débat aujourd'hui avec le public autour d'Emmanuel est vraiment un grand bonheur. Emmanuel est depuis septembre 2016 professeur de l'atelier danse, chorégraphie, performance aux Beaux-Arts de Paris et avant cela maître assistante associée à l'école d'architecture d'Angers. J'ai perdu mes lunettes, donc voilà. L'architecte de Nantes, pardon. Alors là, vraiment, ville où elle a également dirigé l'école et le Centre national de danse contemporaine. Ça, c'est à Angers. Ça, c'est à Angers. L'école d'archi est à Nantes. Et le centre chorégraphique que j'ai dirigé est à Angers. D'accord, entendu. C'est pas très loin, mais quand même. Il y a longtemps, donc, nous avions en tête au CAUE de consacrer un événement qui conjuguerait justement la danse avec nos disciplines que sont l'urbanisme, l'architecture, bien sûr, et leur rapport intellectuellement stimulant pour appréhender la place importante à accorder à la sensibilité, à l'affectif, au cognitif aussi et aux activités sensorielles. Donc cela nous semble nécessaire si l'on veut mieux comprendre les relations géographiques entre les hommes et leurs espaces de vie. Ça, on essaie de le montrer de plus en plus. La législation commence à y venir également. Donc on ne cesse aujourd'hui de souligner l'importance pour une meilleure dynamique de cela dans les territoires. Cette perception, cet apport de l'affectif dans les territoires sont valorisés chez les scientifiques des sciences sociales. Et pour un meilleur respect aussi de la biodiversité, autrement dit, du vivant finalement dans son ensemble. Nous avions trouvé la démarche d'Emmanuel Huynh tout à fait novatrice, car elle ouvre la danse à de multiples champs, à diverses formes d'esthétique aussi,
et convoque dans ses propositions des architectures, des lieux, mais surtout braque les projecteurs sur les acteurs et plus largement sur les habitants aussi et l'ensemble des usagers qui font la vie, des usagers et des utilisateurs qui leur donnent vie. Donc à son palmarès s'inscrit donc la création de nouveaux cursus, la mise en place d'actions pédagogiques, c'est ce que j'avais noté quand elle s'est présentée, c'était assez impressionnant, des travaux construits avec des hôpitaux ou des maisons d'arrêt, ainsi que la production d'événements ou d'actions de coopération internationale avec des projets développés aussi bien en France qu'au Canada, aux États-Unis, au Brésil, au Vietnam, donc la liste n'est pas exhaustive. Nous allons voir une partie de son travail tout au long de la soirée, mais déjà, si l'on visionne certaines captations vidéo en ligne, comme je l'ai fait concernant sa proposition dans les écoles d'architecture, par exemple, on peut voir comment des étudiants de Nantes ou de Versailles ont pu appréhender dès leur premier jour le fait que l'architecture passe par le corps. Donc ça, c'est très important pour reprendre la formule de l'architecte Chris Younes. Je vais laisser Emmanuel présenter plus exhaustivement, sans erreur de ma part. Merci Pascal. Je vais tenter une espèce d'arche un peu longue, j'espère arriver à ne pas vous perdre, puisque c'est vrai que cette intuition que nous faisons les espaces autant qu'ils nous font, c'est-à-dire que nous informons l'espace dans lequel nous vivons autant qu'il nous informe aussi, c'est une intuition qui s'est épaissie au fur et à mesure des années, on va dire, de ma vie. Et si je parle d'un point de vue de danseuse, c'est une évidence qu'on nous enseigne, qu'on comprend assez vite quand on danse, que bien sûr, avec les gestes que l'on fait, on peut créer un espace, avec le déplacement de notre corps à l'espace, mais que bien sûr, ça, en tant que citoyen, danseur ou habitant, on sent bien qu'un espace nous fait faire certains gestes, nous invite à une certaine conduite, ou quand on change de pays, quand on voyage, on voit bien aussi ce qu'on appelle le dépaysement, certaines habitudes, certaines façons de se conduire se transforment. Donc ça, cette intuition qu'on a tous, je dirais qu'en ayant choisi de faire de la danse, et en ayant étudié en même temps la philosophie, cette intuition-là, elle s'est épaissie, solidifiée, et peut-être j'aimerais avec vous décrire ce parcours en fait de la solidification de cette intuition. Pour nous, danseurs modernes et contemporains, la question de l'en-dehors du théâtre, je ne vais pas revenir sur le théâtre à l'italienne ou le théâtre dans lequel on voit des spectacles, qui est vraiment construit dans une frontalité. Je ne vais pas repartir là-dessus, ça serait trop long. Mais depuis, on va dire, le début du XXe siècle, nous, les danseurs modernes et contemporains, l'extérieur, l'in situ, la nature a été un endroit qui a été très réinvesti, puisque bien sûr le théâtre, on va dire le théâtre grec, se passait d'abord à l'extérieur, mais si on regarde la partie, on va dire, danse classique, qui est celle d'où provient aussi la danse moderne et la danse contemporaine comme une réaction, eh bien, la nature a été un endroit de libération ou un désir de réinvestissement de libération. Donc des femmes comme Isadora Duncan aux rues de Saint-Denis sont des Américaines qui se sont dévêtues, qui ont dansé pieds nus, qui ont voulu sentir la terre, qui ont voulu se mêler à nouveau, bien sûr, aux forces telluriques de la terre. Et un petit peu plus rapproché de nous dans le temps, dans les années 60 américaines, la danse qu'on a appelée la danse post-moderne, après la danse moderne, eh bien c'est la ville elle-même, l'architecture de la ville, vers lesquelles on s'est tourné d'une certaine façon pour désembourgeoiser la danse, ou pour mettre la danse dans la ville, dans la vie, et d'une certaine façon, des artistes dont j'ai parlé ici il y a un an ou deux déjà, Trisha Brown, ont été, avec d'autres compères et comparses, dans un mouvement en effet d'expérimentation et de libération des codes du théâtre. Eh bien, beaucoup d'entre eux, notamment Trisha Brown, ont commencé par être tout d'abord dehors, dans des parcs, sur des radeaux, dans l'eau, pour perdre des notions de gravité qui
qui étaient voilà, convenus, ou en tout cas qui sont habituels quand on marche, comme on marche sur nos pieds, sur la terre ferme. Et puis, la ville elle-même de New York, ses toits, ses perspectives, ses hauteurs, lui ont servi absolument d'écrin, ou en tout cas de terrain de jeu, pour pouvoir explorer. Donc je dirais que je me situe après, évidemment, cette post-modernité-là qui m'a nourrie. Et peut-être la première fois où je commence de me rendre compte plus concrètement que l'espace va modifier ma façon de penser la danse et même mon corps, c'est lors d'un premier déplacement. Et donc, de ce point de vue-là, la question géographique est importante, c'est-à-dire qu'on attribue souvent, nous les artistes, on nous propose des résidences à l'étranger ou en France, et des bourses aussi pour aller, en effet, se dépayser et essayer de penser autrement. Et en 1994, j'ai déposé un dossier pour aller au Vietnam, qui est donc une partie de moi-même, mais que je ne connaissais pas. Donc, à l'âge de 28 ans, je suis partie une première fois dans ce pays qui m'a effectivement fait trembler, ou totalement dépaysée, ou totalement démunie. Mais c'est ce que je recherchais. Donc, ce déplacement géographique m'a permis, à l'issue de ce premier voyage, que je ne veux pas non plus raconter, j'ai trop longtemps raconté, j'ai fait une première pièce de chorégraphe. Donc ce premier dépaysement, ce premier basculement, ce premier changement d'espace, changement d'atmosphère aussi, puisque je dirais la qualité d'humidité, de l'air, la façon dont le corps, pour moi, est toujours dansant dans ce pays, ou en tout cas en Asie, à cause de l'humidité, ça permet on passe moins de temps à s'échauffer, on est plus apte en fait à être tout de suite en mouvement. Ce premier dépaysement m'a permis de faire une pièce qui s'appelait Mua, qui est un premier solo, un solo que j'ai fait dans le noir, d'ailleurs que j'ai dansé ici à l'Odéon donc en 1997, et qui est ce premier geste de chorégraphe qui, je pense, a pu exister parce que je me suis déplacée, arrachée, on va dire à ma partie française, pour retrouver ou connaître ma partie vietnamienne. Je ne vais pas égrener tout le parcours, mais un petit peu plus loin dans le temps de mon travail de chorégraphe, à nouveau la nature, les jardins de Barbiret à côté de Dijon, la bibliothèque du musée Serralves ou le parc du musée Serralves à Porto, qui est un musée, les salons de la Villa Gilet, la Villa Gilet étant une villa italienne sur la Croix-Rousse à Lyon. Ces endroits m'ont permis de faire des expérimentations de danseuses qui voulaient s'essayer à conjoindre des textes, mais dans cet essai de vouloir danser et dire une poésie concrète, je l'associais toujours au fait de construire un nouvel espace. C'est-à-dire qu'une quinzaine de tables démontables prenaient en prise, se pluguaient toujours dans l'espace quel qu'il était. Donc par exemple la bibliothèque ou ces deux salons qui étaient séparés, je faisais une sorte de piercing, enfin j'installais les tables de façon à construire un espace sur lequel ou en dessous duquel nous dansions. Je donne ces exemples pour dire que même si j'ai continué de faire des pièces dans mes théâtres à ce moment-là, la question de construire des espaces ou de faire voir des espaces existants, c'est-à-dire les jardins de Barbiret par exemple, qui sont des jardins avec plusieurs plans, avec un paysage très lointain, eh bien installer des corps de danseurs très petits dans un plan plus rapproché du spectateur permettait d'envisager le lointain comme une espèce de, pas du tout de décor, mais permettait de montrer finalement cette nature différemment. D'autres occurrences où je me suis aussi permis de me cacher sous des immenses feuilles de papier rouge pour une pièce performance qui s'appelle La Feuille, où finalement ce ne sont pas nos corps de danseurs que l'on voit, mais plutôt des feuilles de papier qui circulent très doucement dans la nature et qui tout d'un coup s'élèvent, parce qu'en dessous on s'élève, se plient, parce qu'on les froisse, se battent, et finalement s'avalent, sans jamais qu'on voit les danseurs qui sont en dessous. Encore une fois, une sorte de dialogue entre de l'inanimé animé, là je parle des feuilles de papier qu'on allumait, et puis la nature environnante que tout d'un coup on montrait ou on accentuait sa puissance, notamment le vert de la pelouse, le vert des arbres,
face au rouge de nos 3 feuilles de papier, une espèce de rouge Ferrari, et on finissait comme une espèce d'amas très Armand ou très César, non? Je me trompe, il y avait un artiste qui fait des compressions. J'ai eu un trou. Donc, comme une espèce de compression César toute rouge. Un petit peu plus loin dans le temps, à la faveur d'une diffusion d'une pièce de danse dans une église qui est aujourd'hui encore une église, mais aussi un lieu à la fois un lieu de culte, mais aussi un lieu de spectacle vivant à New York, une église qui s'appelle la St. Mark Church, qui a un projet artistique extraordinaire. C'est aussi un lieu de poésie expérimentale et un lieu de danse contemporaine, mais on doit toujours monter, démonter d'un jour à l'autre, puisqu'il y a des offices le matin, donc c'est un lieu fou en termes de travail, mais incroyable dans les croisements et dans les usages différents qu'il a. Et donc à la faveur d'une tournée où je dansais une pièce à la St. Mark Church, la responsable des services culturels de la ville de New York, à l'ambassade de France, me dit « Vous ne rêvez plus à la ville de New York, elle dit vous ne rêvez pas assez à cette ville, en tout cas vous ne travaillez pas assez avec cette ville, vous venez faire vos pièces et vous repartez. » Ben oui, enfin, bon, ça s'organise comme ça, on est déjà bien content de danser nos pièces, mais voilà, cette femme a voulu proposer à certains artistes, et j'ai eu la chance d'en faire partie, de rêver à la ville de New York et de proposer de travailler soit avec des habitants, soit simplement avec le paysage. Et je me suis bien sûr emparée de cette proposition, et au lieu de faire des performances uniquement comme j'ai l'habitude de faire, qui sont, comme on le sait par définition, éphémères et volatiles, je me suis dit, quitte à rêver et à travailler avec la ville, autant essayer de faire des choses qui restent, donc de faire des films, et peut-être des films qui montreront la ville, qui montreront peut-être de la danse, et donc d'essayer d'avoir quelque chose de tangible qui reste de ça. Donc j'ai proposé à l'artiste visuel Jocelyn Cotensin, qui est un artiste avec lequel je travaillais et auquel je commandais certaines des sonographies ou certains espaces de mes pièces de théâtre, s'il voulait bien lui aussi tenter l'expérimentation de faire un portrait de la ville de New York à travers ses habitants et leur rapport à l'architecture. À partir de la demande de cette femme, qui s'appelle Sophie Claudet, donc qui dirigeait le service culturel à l'époque, d'une certaine façon, je suis tombée dans un nouveau champ de recherche pour moi, et ça a correspondu aussi à un moment où j'ai quitté, après 9 ans, la direction du Centre chorégraphique d'Angers, et c'est aussi le moment où l'école d'architecture de Nantes m'a proposé d'être maître assistant associé. Et donc, ces deux mouvements ont convergé. Le fait de commencer d'enseigner à des architectes par le corps, et donc de commencer leurs 5 années d'études d'architecte par une semaine d'immersion juste en dansant, juste en touchant leur école, juste en massant les murs de leur école, juste en essayant de faire trembler les murs, en essayant de faire vibrer le sol, en se rencontrant comme groupe ils sont 150 en première année. Donc à la fois faire corps avec son projet pédagogique dans cette école, faire corps avec le bâtiment construit par Lacaton et Vassalle, donc un bâtiment qui est aussi très très ouvert sur la Loire. C'est un bâtiment très atypique dans les écoles d'archi. C'est-à-dire qu'il suffit d'ouvrir les fenêtres, les énormes portes, mais très légères à la fois, et on est en prise avec l'extérieur. Donc c'est vraiment un lieu où l'extérieur rentre sans arrêt dans l'école. Et c'est une école où on n'a pas envie d'enseigner de la même façon. À chaque fois que j'arrive à Nantes, eh bien j'ai pas envie de me conduire de la même façon, même physiquement, même comment on marche, même comment on entend nos pieds sur le sol. Donc, se sont conjugués ensemble le fait d'enseigner dans cette école, et pas simplement en première année, avec cette commande de Sophie Claudet. Je décris un tout petit peu comment on a travaillé. Il a fallu réfléchir à comment mettre en scène cette ville qui est déjà une espèce de rêve. On la connaît parfaitement à travers les films. On croit la connaître, on la connaît parce qu'on a une image, même si on n'y est jamais allé. Et donc, j'ai commencé, avant que Jocelyn ne rentre dans le projet, par énormément d'interviews d'habitants, notamment d'habitants et de gens professionnels qu'on m'a aidé, que l'ambassade de France m'a aidé à
a rencontré notamment un architecte qui était à l'époque, Rick Bell, qui était à l'époque directeur de la, alors ça ne se dit pas comme ça, mais on peut le traduire comme ça, directeur de la maison d'architecture de New York. Donc ça regroupe tous les chapters. C'était American Institute of Architecture of New York. Et donc ça rassemblait effectivement toutes les maisons d'architecture de New York, mais vers elles convergeaient les maisons d'architecture aussi du reste des États-Unis. Donc cet homme connaissait à la fois totalement sur le bout des lèvres et des doigts et du corps les moindres recoins de New York, des buildings qu'on connaît tous, de l'Empire State Building au Woolworth, de tous ces endroits que nous on connaît, on va dire, parce qu'on les a peut-être vus ou on a peut-être eu la chance d'aller à New York. Et puis il avait bien sûr aussi un rapport intime avec certains endroits où il a étudié, où il a habité quand il était jeune. Donc je lui ai demandé de me mener dans les endroits qui le touchaient, aussi bien pour des raisons personnelles que pour des raisons professionnelles. J'ai aussi rencontré un chauffeur de taxi, puisque j'imaginais qu'un chauffeur de taxi ressent la vie différemment. C'est dans sa voiture, donc il se véhicule et il véhicule les autres. Donc Phil Moore, c'est son nom, connaît parfaitement comment aller de JFK Airport, de l'aéroport de John Fitzgerald Kennedy, pour aller n'importe où dans New York. Tous les sens interdits, il les connaît. Et donc, je voulais aussi comprendre comment cet homme avait acquis cette connaissance et aussi comment il ressentait sa vie. Donc, pareil, une espèce d'enquête avec lui, une interview, où est-ce qu'il est né, dans le Queens, où est-ce qu'il a grandi, qu'est-ce qu'il voyait. Donc, à l'époque, il voyait le Manhattan Bridge, il rêvait de rentrer dans Manhattan, il a fini par rentrer, surtout avec sa voiture, et puis maintenant il habite, il est un homme modeste, il habite un appartement à loyer modéré, mais dans un quartier incroyable qui est Times Square, sur la 42e rue. Donc Times Square, c'est tous les films aussi où on voit les énormes écrans où sont diffusées toutes les publicités. Donc, il se trouve qu'il est là aujourd'hui. Donc, idem avec Phil Moore, une espèce d'enquête subjective où son rapport personnel et professionnel se mélangent. Et un troisième personnage qui est en fait une construction qui est en train d'avoir lieu au moment où on a commencé le projet en 2014. C'est la High Line, cette promenade plantée à New York qui va de la 14e rue à la 30e et qui est donc anciennement une ligne de chemin de fer à l'intérieur de New York et qui a été réaménagée comme un projet artistique, aussi un projet, non pas potager, mais un projet végétal, et un endroit où d'où les New-Yorkais peuvent voir la ville autrement. C'est-à-dire quand on commence à marcher sur la High Line à la 14e rue et qu'on monte dans Manhattan, on aperçoit toutes les images du New York dont je vous parlais tout à l'heure, qui a permis à la danse contemporaine de se penser et de se voir. J'avais l'impression de voir toutes les images que Trisha Brown nous a laissées en dansant sur les différents toits. Et puis au fur et à mesure qu'on monte, on voit voilà, les nouvelles constructions, la gentrification, on voit bien sûr Hudson River à notre gauche, et on voit tous les flux de cette ville. Donc on a considéré, puisque la High Line était en train d'être construite, et qu'à chaque fois qu'on revenait de mois en mois, on la voyait grimper, se construire de plus en plus, pardon. Et donc on a voulu considérer aussi cette High Line comme un personnage qui grandissait et qui se modifiait au fur et à mesure de notre voyage. La pièce s'est intitulée A Taxi Driver, an Architect and the High Line, qui est donc un portrait composé de 3 films qui forment une installation, donc qui sont différemment placés dans l'espace, et installation au sens où il n'y a pas simplement 3 écrans dans cette installation. Nous avons voulu aussi, d'une certaine façon, prolonger ce qu'il y avait dans les écrans et considérer notre propre installation comme la High Line, comme un chantier en train de se faire. Donc, quand on joue cette pièce, c'est-à-dire quand on montre l'installation et qu'on active l'installation par des performances, puisque c'est ça le projet, c'est toujours faire des films et d'une certaine façon les activer, les rendre vivants avec nos présences à nous au sein de cette installation qui, faisant des gestes qui peuvent se retrouver à l'écran,
ou qui prolonge cette idée de chantier. Donc j'ai un petit extrait qui s'appelle l'extrait numéro 1 pour Laurent qui m'a aidé à préparer cette conférence pour vous. Donc il va y avoir en tout, pendant le moment où je vais parler, environ 40 minutes de film, on va dire séparés en 8, 10, 5. Voilà, j'espère qu'on arrivera à tous les voir. Mais au moins, nous allons pouvoir voir le montage que nous avons fait, qui dure là 9 minutes. Il s'appelle donc, on l'a appelé multiscreen, parce que ce que vous allez voir à l'écran, c'est les trois écrans qui, vous allez voir l'architecte de ce côté-là, le chauffeur de taxi au milieu, et au-dessus de moi, ça va être la highline. On a été, d'habitude, le multiscreen dure à peu près 50 minutes. Je ne peux pas montrer l'entièreté. Donc on a refait un montage de 9 minutes dans lequel il y a des noirs. Il faut juste considérer que ces noirs, c'est moi qui les ai faits sauvagement, et si Jocelyn était là, je pense qu'il n'aimerait pas du tout ça, mais c'est comme ça, je le fais parce qu'on doit se parler dans un temps réduit, sinon on pourrait tout regarder. Et Laurent et moi avons donc mis des morceaux de noir qui ne sont pas la signature de nos films. Voilà, donc on peut lancer Taxi Driver Multiscreen, qui est donc un petit montage pour essayer de faire sentir l'ambiance de ce portrait. Ce n'est pas la performance, les vues sont juste ici. On a pris relativement dans le début, donc je vais me permettre de parler en même temps. Donc ici, à gauche, c'est ce que l'architecte nous a amené voir. C'est Coney Island. Il faisait ses vacances d'études de jeune homme quand il était enfant dans sa famille. Donc là, on est en plein hiver, donc c'est tout à fait désœuvré, mais c'est un endroit normalement de villégiature. On ne voit pas l'océan Atlantique, mais... Et là, on voit Rick Bell qui touche l'architecture, puisque c'est vraiment quelqu'un qui est habitué à la performer par la parole, très très fort. Il ne se laissait jamais vraiment découvrir ou toucher. Ça a été très difficile de lui demander ses émotions par rapport à l'architecture. Donc, en tant que danseuse, je lui ai proposé, comme ma fille aussi après, de se conduire différemment, d'essayer dans l'espace, de ressentir autrement. Donc là, une belle touche l'architecture devant la plage de Coney Island. Au milieu, Phil Moore qui ressemble un petit peu à Malcolm X, des Black Panthers, qui a exactement ce look-là et qui est chauffeur de taxi exactement dans cette tenue d'habitude, nous explique qu'il a été élevé dans un endroit de Queens très très modeste, ces immeubles à loyer très très modérés qui s'appellent des projects. Donc ce sont des lieux où beaucoup de familles hispaniques, beaucoup de familles noires américaines sont engraissées. Voilà, et il nous explique où étaient ses parents. Et où lui a été aussi élevé. À droite, c'est le chantier de la Highline. Et évidemment, moi je suis très très sensible au chantier en général. J'adore regarder. Je ne comprends pas. J'aime beaucoup ceux qui excavent, j'aime beaucoup ce qui portent. Pour moi, c'est extrêmement chorégraphique. Voilà pourquoi je suis tombée aussi en amour de Saint-Nazaire. Mais là, on parle de New York. Et donc, la Highline était en train d'être construite. Vous voyez, là, c'est des tonnes de, je ne sais plus, hein, c'est une montée qui tractait. Et là, c'est une projection de ciment sur la droite. Donc, à gauche, je suis en train de faire face à Rick Bell et je suis en train de danser devant lui le rôle de la grande nymphe dans le prélude à l'après-midi d'info de Nijinsky. Ça me permet de dire aussi que dans ces films, on a incrusté des moments de notre patrimoine, de mon patrimoine de danseuse contemporaine, parce que ce n'est pas le patrimoine de Jocelyn qui est artiste visuel, mais ce patrimoine, pourquoi? Parce que j'ai fait des liens entre la Highline, qui a une largeur d'environ 7 mètres de largeur. Et 7 mètres, c'est environ la taille du plateau que Diaghilev, le maître de ballet, qui a demandé à Nijinsky de composer le prélude de la famille d'info pendant que les décors étaient en train de se changer derrière le dos. Il avait 7 mètres de proscénium pour composer son faune. Donc, j'ai réinstallé le faune et la grande nymphe de Nijinsky à New York, sur la Highline, et parfois ailleurs, devant Rick Bell, par exemple. Ce
se fait là. Which way the flags go? To the east. And when you stop, they stop. They go to the west, they go to the west. They don't care. They all stay together. Why can't we as people do the same thing? We're all different colors. We can learn a lot from the flag. But the United Nations, as I said, means what? And let's hope that it does well. One of the important buildings to me as a kid is I look at this building every day. Filmo, dans ses moments de visite aux touristes, explique souvent ce qu'est l'ONU. Et il dit, c'est un texte qu'il a écrit lui-même, il dit il y a 150, je dis le drapeau, et puis quand le vent va d'un côté, ils vont tous dans un sens, et puis quand le vent va de l'autre côté, ils vont tous dans un autre sens. Voilà quelle règle j'ai pour l'ONU, c'est que tous les pays aillent dans un sens ou dans l'autre. Alors que, dit-il, je ne me souviens plus exactement, les pays n'arrivent pas à faire comme leur drapeau, à aller unanimement dans un sens et dans l'autre. C'est quelqu'un qui a une façon de dire des choses très fortes, très simplement. Et donc, ce qu'il fait là devant, il est au milieu d'une fonte, pendant que Rick Bell, on est sur Ground Zero, est en train de mesurer. Rick Bell a été un des architectes à coordonner l'énorme chantier, vous en doutez, de la reconstruction de Ground Zero. Il y a eu plusieurs programmes, plusieurs grands architectes, et plusieurs aussi lobbies de pompiers, de victimes. Il a fallu coordonner les victimes, les pompiers, les différents projets. Donc Rick Bell, là, était en train de mesurer, comme on fait quand on est enfant, c'est-à-dire mettre vraiment un pied devant l'autre, sur ce terrain qu'il avait foulé, comme tous les Américains, dans un état absolument affreux, jusqu'à le reconstruire. Là, on est à Harlem avec Phil. Si tu mets un peu plus fort, on entend sur quoi on danse. En fait, on ne voit pas. Et on est juste devant le théâtre qui s'appelle Harlem Theatre. Au tout début de la Motown, de la musique Motown, a été créé. Et les premiers concerts de Michael Jackson enfant ont eu lieu là. Donc on est retourné dans des endroits qui ont été importants pour lui aussi d'un point de vue musical. Et peut-être là, signaler que dans le Queens, dans le sud de New York, dans le musée qui s'appelle le Queens Museum, il y a une énorme maquette, si vous regardez sur Internet, et grande maquette de New York, il y a une énorme maquette géante où New York a été, en 1965 ou 55, je suis plus sûre de ce que je dis, où New York a été maquettée, mais de tous les immeubles de l'époque. Donc elle est folle cette maquette, puisqu'elle est intacte de l'époque, hein, par exemple il y a les Twin Towers, mais on peut observer New York, on peut embrasser New York d'un seul regard quand on va dans ce musée. Et donc j'avais aussi envie qu'on puisse embrasser du regard l'entièreté de cette ville, qu'on ne peut jamais voir entièrement, même d'un avion, enfin en tout cas moi je n'ai jamais vu un avion entièrement, et je voulais qu'on puisse fouler, on a eu la permission de pouvoir marcher, on a quand même des chaussettes bleues là, pour ne pas abîmer le sol de cette maquette, mais donc je voulais vraiment que cet architecte qui a passé toute sa vie à parler de l'architecture de New York puisse s'allonger dans cette maquette. Voilà, et là, je suis avec des danseurs new-yorkais à faire une figure de ronde qui se déplace dans une... Je me souviens plus où on est. J'étais à l'époque en train de remonter une de mes pièces, qui est une ronde, et donc on a fait des citations de cette ronde. Ce qu'on voit là, c'est les piers, les ponts sur la Hudson, enfin toutes les branches qui sont maintenant totalement gentrifiées, au-dessus de laquelle d'ailleurs passe la Highland. Voilà. Voilà, je crois que c'est la fin de cet extrait-là.
Donc ça sont les 3 films qu'on voit là aplatis sur un seul. En vérité, dans notre installation, ils sont sur 3 châssis différents. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on vous montre le teaser de... On peut s'arrêter, parce qu'on voit les Twins, vous avez vu. Twin Towers, Twin Twins. Et le deuxième extrait, c'est le... Là, c'est vraiment une chose qu'on a montée nous-mêmes. Donc c'est 3 minutes 27 de la performance que nous faisons avec Jocelyn dans ces films. Merci. Là, tu peux mettre un petit peu plus parce que le son est travaillé pour que cette époque un peu. J'ai parlé des références de danse qui existent, mais c'est vrai que le chantier lui-même, le chantier d'Araïla, il nous permettait aussi de voir des choses qui appartiennent aux références plutôt plastiques des années 60, c'est-à-dire ces planches de bois, les cordes, tout ce qui a été aussi, bien sûr, utilisé en performance, mais pas seulement, par des artistes comme Robert Morris. Donc, on a tenté, on a vu la ville avec nos regards de danseurs croisés, d'artistes visuels et de danseurs. Donc, d'une certaine façon, ce cycle de portraits de ville, et je vais parler de Saint-Nazaire maintenant, nous permet d'une certaine façon de porter un regard différent sur la ville, puisqu'on est tous les deux de disciplines différentes, donc
on mélange nos... C'est pas qu'on mélange, on fait converger nos points de vue sur la ville sur laquelle on projette quelque chose. Je trouve que, voilà, pour en revenir un peu à vos extraits, ce que vous nous avez présenté, et l'idée qui me vient en regardant toutes ces séquences, c'est vraiment donc la première, l'architecte qui se heurte donc du coup à une extériorité, hein, en touchant la paroi, le mur, le porteur, je ne sais pas. La deuxième séquence, l'extrait du milieu où vous parliez du chauffeur de taxi donc, qui parlait de son habitat, son emplacement, du coup, la promiscuité dans laquelle il vivait, etc. Ça me paraît intéressant aussi. Et la troisième, c'était cette highline, donc du coup, vous vous êtes heurté dans le bon sens à cette immensité. Finalement, c'est 7 mètres qui ont constitué un enjeu. Les trois, un peu, sont synonymes finalement de conflit, dans le bon sens. Et ce conflit, finalement, qui fait naître l'imagination, je suppose, et vous-même, quand vous dansez, c'est très beau. Le fait que vous enlaciez aussi dans les corps, et puis vous heurtez également, vous, à l'extériorité du sol, et après de la végétation, de la laine. Tout ça me semble... très, très positif dans le sens de la créativité et me laisse penser que dès lors qu'il n'y aurait plus de conflit, il n'y aurait plus rien finalement dans la vie contemporaine finalement. C'est ça, c'est extrêmement ça. Alors, j'ai jamais pensé à des conflits, mais j'ai déjà entendu ce terme en école d'architecture. C'est vrai. Vous parlez de prendre soin, etc. Nous, non, alors les contraintes. Les contraintes ou la donnée de ce qui existe en fait. Le moment où on s'enlace avec Jocelyn, en fait, j'ai oublié aussi de dire, parce que c'était extrêmement touchant, j'avais demandé au chauffeur de taxi de me montrer où est-ce qu'il avait été à l'école, et puis de quoi il se souvenait de ce premier jour d'école. Il a commencé, il a dit, j'avais 4 ans, il y avait un énorme ouragan dans New York, et ma mère me tenait par la main, et moi je n'avais pas envie d'y aller. Et on luttait contre le vent. Donc il m'a montré des choses comme ça, là, comme quoi, bon, déjà, il n'avait pas envie d'y aller, mais en plus, il luttait. Et donc, il a répété plein de fois cette marche, qu'on appelle la marche de tempête, c'est-à-dire, en le faisant travailler sur son souvenir, on a fini par avoir une danse. Et dans les extraits qu'on a vus, je n'ai pas eu le temps de le dire, parce que j'avais trop de choses à dire, mais cet enlacement qu'il y a entre Jocelyn et moi, c'est juste qu'on a multiplié cette marche de tempête, et on tombe, et on se tombe dessus, en fait, comme quand on ne peut pas éviter, justement, quelque chose qui est devant nous. Tout ça pour dire que c'est vrai que moi, j'emploie pas le mot conflit, mais je comprends, en fait, j'emploie plutôt ce qui est là, et que nous rencontrons, soit avec nos corps, soit avec notre imagination. Et concernant, c'est vrai, concernant Rick Bell, eh bien le fait de toucher, il y a un autre extrait où on est tous les deux au pied du Woolworth Building, qui est un des plus vieux buildings de New York, où il a travaillé jeune. C'est pareil, je vais proposer qu'on marche comme ça, tous les deux, qu'on sente notre poids et qu'on puisse regarder tout en haut et voir cet architecte qui n'avait évidemment jamais été rentré dans le Woodworth, il avait travaillé dedans, mais à se demander s'il l'avait touché ou si c'était vraiment laissé toucher par lui. Donc c'était des énormes moments, on va dire, personnels, sensoriels, et je veux juste finir par dire, j'avais pas pu le dire, mais à la fin de nos 2 ans de travail, il a démissionné. Alors, c'est pas à cause de nous qu'il a démissionné, mais il était arrivé au bout d'une façon de parler d'architecture. C'est-à-dire, comme il était juste un visage et une bouche qui performaient la beauté d'architecture de cette ville, il n'en pouvait plus des vernissages où il parlait sans arrêt de New York et d'architecture. Et il a été extrêmement fatigué et il nous a dit, et le film commence comme ça, mais c'est pareil, notre film commence comme ça, mais on ne l'a pas entendu. Il nous a fait une déclaration le dernier jour, il voulait lire quelque chose de Taine et Hayeneux, qui parle d'espace et d'architecture.
Et puis il dit, voilà, aujourd'hui, j'ai rendu mon portable à l'American Chapter of Architecture. Je ne suis plus le directeur de la maison d'architecture. Notre travail m'a fait voir autrement, je vois autrement ma vie, et pour moi, c'est le moment de partir, d'aller vers d'autres horizons. Il avait peut-être proche, il n'était pas encore à l'âge de la retraite, mais c'était un déclencheur. Je veux juste le dire parce que c'était tellement magnifique qu'on l'a mis comme l'entrée de notre film, en fait, parce qu'il déclare en fait qu'il y a une autre façon de regarder aussi la ville, par le corps, ou autrement, avec poésie, on va dire. Oui, non, c'est tout à fait intéressant. Moi, je pensais au conflit, je n'avais pas d'autres termes de lutte, mais c'est toujours positif parce que ça va dans le sens de faire avec, aller avec ce qui est là, qui est présent. Voilà, c'était cette idée, je ne sais pas encore le terme, mais c'était très évocateur pour moi, cet extrait. Je vais passer à Saint-Nazaire en expliquant pourquoi Saint-Nazaire, tout d'abord. J'ai habité 9 ans à Angers, et puis j'ai commencé à travailler à l'école d'architecture de Nantes, tout en ayant déménagé à ce moment-là à Rennes. Et j'ai dû choisir une ville pour implanter mon travail. Alors, il y a la ville où j'habite, où je fais semblant d'habiter parce que je suis pas assez, mais où j'habite, où habitent mes enfants, à Rennes. Et puis, d'un point de vue du travail, quand on reçoit de l'argent public du ministère de la Culture, eh bien, on doit choisir une région d'élection pour pouvoir aussi travailler avec une ville et d'une certaine façon partager son savoir ou être en lien aussi avec un territoire. Voilà, donc ça va vraiment dans les deux sens. On reçoit de l'argent quand on a un travail, mais on essaye aussi de capter ce qu'un territoire peut nous enseigner. Et j'ai choisi en fait, parce que j'étais fascinée depuis des années par Saint-Nazaire, j'ai choisi d'y implanter le travail précisément pour essayer de comprendre pourquoi j'aimais cette ville. Puisque je n'aime pas le bateau, enfin je suis trouillarde, j'aime pas forcément l'eau, j'aime bien l'immensité, mais je suis pas une vogueuse, on va dire, quelqu'un qui aime le bateau. Et j'étais totalement fascinée par cette ville, détruite, reconstruite, les chantiers navals, Airbus, enfin tout ça, je le ressentais sans être capable de comprendre pourquoi. Donc je me suis dit, eh bien, je vais implanter le travail à Saint-Nazaire, et mon premier geste, au lieu de faire une pièce qui n'a aucun rapport avec cette ville, mon projet d'implantation, c'est faire un portrait de cette ville, exactement comme je venais de faire avec New York. Donc je vais commencer par vous montrer, avant de parler, je pense que le trailer du portrait de Saint-Nazaire que nous avons fait avec Jocelyn, que nous avons créé il y a juste un an, et la pièce s'appelle « Nous venons de trop loin pour oublier qui nous sommes ». C'est un clin d'œil à Daft Punk, « We've come too far to forget who we are ». C'est une chanson pop un peu connue. Et surtout, on l'a intitulé comme ça parce que dans cette ville, il y a énormément de langues différentes, puisque dans les chantiers navals, il y a beaucoup de travailleurs détachés qui viennent de tous les pays. Donc c'est une ville, Saint-Nazaire, où on entend du philippin, du turc, du lituanien, du singapourien, de l'arabe, du français, du portugais, des italiens, et finalement, chaque pays a sa spécialité, évidemment, dans les bateaux. Donc nous venons de trop loin, et là on vous montre le trailer entier de 9 minutes, et c'est pareil, c'est un multiscreen de 4 films, je ne me trompe pas là, oui, de 4 films. Mais en fait, ce n'est pas une multiscreen qu'on voit, c'est le montage que Jocelyn a fait pour montrer l'esprit du projet. Bien, tu m'aides. Assez fort, voilà. Merci. On a eu la chance de pouvoir rentrer dans le chantier naval.
J'adore trop cette ville. Ah bah allez-y. C'est magnifique. Magnifique portrait d'une ville. C'est un magnifique portrait d'une ville. Absolument, pour moi en tout cas, je suis très aimé de voir ça. Ça me fait complètement penser à un autre artiste dans une autre discipline, c'est Ernestino Ernest, qui nous montre Naples comme on ne voit jamais. Ernestino Ernest, c'est un plasticien. Oui, donc il montre Naples, j'ai pas entendu la fin de la phrase. Il nous a montré, entre autres, Naples, comme nous on ne voit pas. Et j'allais dire, vous, c'est Saint-Nazaire. Quel magnifique portrait, je veux dire. Franchement, avec, j'allais dire, des petites images que vous avez montrées à travers des points, pour vous, stratégiques. Peut-être pas pour nous, mais pour vous, stratégiques. Vous nous l'avez montré, et de quelle manière. Alors, bravo, vraiment. C'est un très beau portrait. Donc c'est 9 minutes, ça dure 1h30. Merci, je suis touchée de votre réaction. Et c'est vrai qu'en voyant, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces images, puisque je suis partie au Vietnam depuis, ça je vais pouvoir aussi dire en quoi la géographie vietnamienne à nouveau a redéplacé quelque chose dans le travail. Mais en voyant ces images et l'intensité de cette ville et des gens rencontrés, donc je veux juste dire qui sont les personnes aussi, comment on a travaillé, parce que c'est assez différent de ce qu'on a fait avec New York. New York, on y est allé très régulièrement, mais Saint-Nazaire, on habite tous les deux Rennes, on pouvait y être en 1h30 de voiture. Et surtout, la question était vraiment de s'immerger. Et ça a été un énorme bonheur pendant 2 ans d'y aller énormément, d'y être aussi hébergé dans un building qui s'appelle le Building, qui dans les années 50 à la reconstruction était le plus haut de la ville de Saint-Nazaire, en face de la première écluse. Si vous connaissez Saint-Nazaire, en tout cas, il est sans doute surpassé maintenant en hauteur, mais il s'appelle encore le Building. Et la ville de Saint-Nazaire a l'habitude de mettre ses artistes visuels, danseurs, écrivains, au plus haut, qui a une terrasse. Et donc cette terrasse, c'est une vigie. Tout ce qu'on a tourné, en fait, en bas, il y a l'écluse. Donc les énormes bateaux tonniers passent là, mais à 10 cm de nous, sont monumentaux. On peut se dire bonjour comme ça à hauteur, le building fait 11 étages. Et donc les énormes paquebots sont très hauts aussi. Donc ce point aussi a été un endroit stratégique, mais qu'on n'a pas choisi. On nous a mis là, et c'est comme si on avait vécu 2 ans. Alors on n'était pas tout le temps, puisque pareil, on a des enfants tous les deux à Rennes et on travaille ailleurs. Mais c'était comme une espèce de, non pas de rêve, mais quand même, c'est-à-dire d'immersion dans le territoire, mais aussi de vue tout le temps au loin, puisqu'au loin il y a le pont de Saint-Nazaire, l'estuaire devant nous, et les bateaux qui passent et qui partent au loin. Et en fait, plus à droite, c'est New York. C'est fou, on s'est retrouvés face à la ville qu'on venait de portraiturer, mais en face, de l'autre côté. Donc évidemment, on a cherché qui allait être le taxi driver, l'architecte et la RANM de Saint-Nazaire. Et donc, on était obsédés, bon alors c'est qui? Ça va être le grutier dans les chantiers, ça va être les jeunes qu'on va danser, Freddy et Aristide, qui
qui sont deux enfants rwandais voilà, qui sont arrivés là avec leur maman après le génocide des Tutsis et des Hutus. Enfin, la mère est arrivée, puis elle a été séparée des enfants 10 ans, et ses enfants sont arrivés récemment. Et ces enfants sont incroyables, ils ont dit « Oh, la ville de Saint-Nazaire, elle est un peu ennuyeuse. » Alors, ils avaient appris à danser en Ouganda, où ils s'étaient réfugiés. Alors, on va les réveiller par notre danse. Et en fait, ils ont le même projet que nous, on avait, c'est-à-dire, tous les jours, ils postent sur Instagram, ils s'appellent les Ghetto Twins. Ils sont incroyables parce qu'ils sont des vues, enfin bon, je ne suis pas très familière de ça, mais ce sont des vraies stars, avec tous les jours. Ils postent une danse d'un endroit de Saint-Nazaire dans lequel ils viennent. Et c'est vraiment pas pour eux d'improvisation. Ils viennent, ils écrivent quelque chose lié à l'endroit, qui est quand même assez proche de ce qu'on cherchait à révéler le territoire par la danse. Donc les Ghetto Twins qu'on a rencontrés, qui ont bien voulu nous donner leur danse, les deux jeunes filles aussi qu'on voit, les deux jeunes femmes noires aussi qui regardent le port, ce sont deux jeunes filles qu'on avait rencontrées au lycée expérimental de Saint-Nazaire et qui elles font de la musique, qui dans le film aussi jouent dans la ville. Et puis des habitants du lycée expérimental de Saint-Nazaire, qui est un lycée qui a été aussi un des rares lycées autogérés à avoir un projet très particulier. Et donc on les voit sur le haut de la base navale faire ce mouvement qui est un des fondamentaux de la danse contemporaine, c'est comment accueillir le poids de l'autre. Puisque dans les fondamentaux d'art, c'est la chute, l'extrême gravité, et puis aussi comment on accueille le poids de l'autre. Eux, ils appelaient ça la bouteille, on peut l'appeler comme ça. Nous, on appelle ça accueillir le poids de l'autre. Et donc, sur la base navale, on a cette séquence avec eux que j'aime énormément, puisque dans ce projet pédagogique aussi, eh bien, il y a quelque chose d'horizontal dans le projet du lycée expérimental. Les enseignants et les jeunes composent, on va dire, le programme, composent des activités ensemble. C'est très complexe de travailler avec eux, mais ils arrivent à tenir grâce à énormément de dialogue. C'est très fatigant, mais c'est incroyable comme projet. Donc c'est vrai que les voir, leur donner à danser un de ces fondamentaux de la danse contemporaine, c'était aussi, d'une certaine façon, exemplifier leur projet pédagogique réel. On ne voit pas là, mais le grand-maire de Saint-Nazaire, Joël Batteux, a tenu sa vie de 30 ans, avant de partir il y a maintenant 7 ans, 8 ans, et Saint-Nazaire a toujours nié, enfin, depuis qu'elle a été détruite et reconstruite, sa base navale, puisque la base navale, c'est la base que les Allemands occupaient pour réparer leurs sous-marins. Et au moment de la libération, au moment du débarquement, Saint-Nazaire reste encore 6 mois ou 7 mois occupés, entre guillemets. Et ce sont les Alliés qui détruisent Saint-Nazaire. Moi, j'ai toujours cru que c'était l'aviation allemande. C'est les Alliés qui détruisent Saint-Nazaire en voulant détruire la base. Mais la base est indestructible. Ils ont détruit toute la ville, sauf la base. Enfin, il y a un petit quartier qui s'appelle la Petite Havane qui n'est pas détruite, qui est totalement charmant, qui est maintenant le quartier chic de Saint-Nazaire, qui est très beau d'ailleurs. Mais donc, la base est indestructible. Enfin, elle n'a pas été détruite. Incroyablement construite avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça, des pare-feux, mais des chambres d'éclatement qui font que les obus tombaient et s'éclataient, ne pouvaient pas pénétrer. Et donc, quand Batteux s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait de cette horrible base qui encombre le devant de la ville, enfin le rapport à l'eau, il a eu l'idée, puisqu'on pouvait, ça aurait coûté beaucoup trop cher de la détruire, il a eu l'idée de la, comme beaucoup d'endroits, de la réemployer, mais donc les 12 alvéoles, il y a une alvéole qui est un lieu d'art contemporain, donc c'est là où on a effectivement montré notre installation, il y a une autre alvéole qui est destinée à des associations, il y a encore 2 autres alvéoles qui fonctionnent pour mettre du soja dedans, parce que c'est vraiment encore très industriel. Donc, il a fait ce geste de réemployer, et puis il a surtout eu cette idée de retourner sa ville vers la mer. C'est-à-dire que la ville, jusqu'à maintenant, jusqu'en 98, tournait le dos à la mer. Saint-Nazaire s'est reconstruite autour d'un centre et d'un équipement commercial assez fameux qui s'appelle le Paquebot, qui est un programme pas folichon, assez moche, je veux dire, mais qui fait office de centre-ville relativement raté, mais de Saint-Nazaire. Et en 98, il avait déjà décidé du programme qui a été raté. Mais
il a décidé de retourner la ville vers la mer. Et depuis, Saint-Nazaire s'appelle, on ne le dit plus comme ça, mais il a appelé tout ce moment, depuis 1998, Saint-Nazaire-Huitport. Donc tout d'un coup, quand la base a été réactualisée, réemployée, la ville entière s'est retournée vers l'océan, vers la mer, et depuis, il y a un magnifique remblai qui fait une espèce de concurrence maintenant à la Baule, et cette ville est en train de complètement monter, alors que Nantes, alors on n'est pas en train de complètement descendre, mais pour moi stagne totalement dans sa façon de se performer comme une ville où l'art est toujours dehors, avec beaucoup d'art, enfin c'est assez agréable, mais c'est aussi, pour moi, devenu, là je parle de Nantes, beaucoup trop dans la com de l'art, enfin c'est devenu la culture. En fait, maintenant Jean Blaise, qui s'est occupé du lieu unique et du voyage à Nantes, la grande expo itinérante d'été, il est venu conseiller du tourisme culturel. Et je trouve que le mot tourisme culturel va très très bien à cette ville, qui est une belle ville. Je ne veux pas du tout nier la beauté, on dit que c'est une ville sexy, c'est vrai, mais c'est une ville qui a fait une communication autour d'elle-même qui tend à l'ultra gentrifié ou à l'ultra figé. Alors que Saint-Nazaire, mais ça c'est les cycles des villes, c'est aussi ce que j'ai compris, en étant allé très très bas, on peut dire, avec ces chantiers navals qui ont failli fermer. Et il y a toute une intelligence collective extraordinaire, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais batteux, les chantiers, la convention collective, enfin les employeurs et les employés des chantiers se sont vraiment mis dans la main pour ne pas détruire l'outil. Donc c'est une ville aussi qui a su se refédérer dans des moments extrêmes, et c'est ça aussi ce que j'aime beaucoup, je ne sais pas si je le sens, mais il y a une histoire des liens entre travail et habitants et architecture qui est très puissante. Donc, comment est-ce qu'on a travaillé dans cette ville où il y a tant de choses? On s'est mis à chercher les héros, et en fait, il y en avait partout. Donc c'était compliqué. Mais si je vais à la fin de ce qu'on a découvert, eh bien au fond, c'est la Lune, où ce sont les cycles naturels qui rythment Saint-Nazaire. Alors la Lune, pourquoi? Parce que, bon, la marée, moi j'ai appris, en étant 2 ans dans cette ville, et surtout en habitant là où on habitait, Jocelyn, qui lui fait du bateau, m'a dit, mais tu vois, l'estuaire c'est ça. C'est quand l'océan Atlantique remonte dans la Loire, puis après, la Loire va pousser l'océan Atlantique, et en fait, je n'avais jamais remarqué, bien sûr, enfin, il faut être vraiment avec quelqu'un qui peut vous dire quand est-ce que c'est la mer qui gagne, et quand est-ce que c'est la Loire qui gagne. Bon, ça, ce mouvement d'estuaire, de ce flux, qui est aussi fonction des marées, donc voilà pourquoi je parle de la Lune, c'est aussi le vecteur qui permet aux chantiers de travailler et de livrer les énormes bateaux. C'est aussi le rythme de travail de la cadence de Airbus. Pourquoi? Parce que Airbus, on fait des bateaux, on fait des avions bien sûr, mais les morceaux d'avions repartent dans des énormes bateaux qui s'appellent A330, donc c'est un morceau de l'A330, je ne sais pas, qui circule devant nous, et qui permet à ces énormes bateaux de passer l'estuaire, les vraquiers, les tonniers. Ce sont ce qu'on appelle les pilotes de la mer, qui eux c'est la classe up, plus des pilotes, qui connaissent le chenal absolument, et qui investissent ces énormes bateaux d'un pilote de la mer qui connaît l'estuaire comme sa poche, et qui, le temps du passage, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 6 heures, bon je ne le savais pas, monte dans le bateau, prennent possession, le commandant s'écarte, prennent possession du bateau et vont faire passer le bateau sans encombre. Donc on a pu rencontrer des gens dont le savoir est extraordinaire et dont nous on ne peut pas se douter quand on ne connaît pas la mer. Donc toutes les questions de travail, de gestes, comment on fait pour passer, comment on fait pour monter dans le bateau de quelqu'un d'autre, comment lui prendre la manœuvre de son bateau, comment être suffisamment souple et psychologue pour se faire accepter, mais de toute façon le commandant il n'a pas le choix parce que sinon il va aller écraser son tonnier quelque part, et ça sera la fin de tout, du tonnier et de sa carrière de commandant maritime. La dextérité aussi de tous les métiers des chantiers. On a passé beaucoup de temps dans la cabine du grutier qui lui voit tout du dessus et qui lui portait des énormes blocs de demi-paquebots, pour aller les mettre dans l'ordre, puisque tout ce travail d'abord couché, puis ensuite ça s'érige,
puis ensuite ça vole un peu, puis ça se déplace, puis ça s'assemble. Après c'est poussé dans une cale, il faut attendre la bonne météo, la bonne heure, et l'énorme truc qui va contenir 5000 croisiéristes peut partir. Et le départ, vous le savez sans doute, le départ de ces énormes croisiéristes, paquebots, c'est la ville de Saint-Nazaire salue toujours énormément ces nombres. Donc on a eu le temps de voir sur 2 ans le Merveillosa se construire, le voir partir. Donc on a été très attentifs à comment les gens travaillaient, comment ils faisaient pour s'échauffer comme nous on fait quand on est sportif ou danseur ou quand on fait le métier, comment on se prépare pour soulever 100 tonnes, 1000 tonnes, comment le travail d'équipe est fondateur dans cette ville. Donc on a aussi beaucoup entendu la question du collectif, la question de faire ensemble, pas simplement dans le lycée expérimental, mais aussi sur les chantiers. Et évidemment, le fait d'être tributaire de la nature tout le temps, le fait d'être pris dans d'autres flux que notre hyper-contrôle humain. Donc je dirais qu'on s'est vite aperçu qu'en fait on ne pourrait pas faire un portrait comme New York où il y a un super chauffeur de taxi, où il y a un super architecte et puis un super monument qui est construit. Finalement, plus horizontalement, comme la société aussi, enfin, comme les traumas d'aujourd'hui nous incitent à le faire, les choses, ce qu'on a appris de Saint-Nazaire, c'est que les choses sont beaucoup plus horizontales. C'est-à-dire, voilà, la mer, l'océan, pardon, la Loire, la Lune, les végétaux rythment et on doit les écouter pour pouvoir faire notre travail, pour pouvoir le faire bien. Si on n'a pas ce travail, nos familles ne peuvent pas vivre. Donc, cette idée d'horizontalité est très forte. Et donc, finalement, c'est la ville entière, c'est la nature entière, ce sont les éléments entiers qui sont, on va dire, les héros de... Là, je dirais que effectivement la vision de l'artiste est tout à fait intéressante, insuffisamment valorisée, je trouve aujourd'hui, pour montrer justement la nécessité de mettre en évidence la beauté, la beauté de la valeur d'usage de la ville finalement, qui est souvent minorée ou laissée de côté par rapport à la valeur d'échange. Finalement, la ville vitrine, vous en avez parlé, Saint-Nazaire et puis Nantes, donc, que l'on met finalement voilà, différemment considéré. Et c'est très important. Et le fait que vous montriez aussi, je trouve, les 2 villes, New York, ces 2 villes portuaires, en fait, que sont New York à ces 2 échelles différentes, 8 millions d'habitants d'un côté, dans les 70 000 de l'autre, finalement, ça aussi, c'est intéressant, ce parallèle avec l'eau, l'eau profonde, finalement, parce que Saint-Nazaire a été créé de toutes pièces, finalement. On ne peut pas faire le port à Nantes, on l'a fait à Saint-Nazaire, on l'a créé, on est allé chercher cette eau profonde, je saurais mal expliquer, mais il y a ça. Et peut-être c'est une revanche aujourd'hui, le fait qu'elle prenne un petit peu de la hauteur. Ça, vous diriez que cette eau, et puis ces flux aussi, ces transports, etc., ça a pour intérêt de créer une identité, sans doute, chez les habitants, un attachement, une aménité aussi, enfin, voilà, dans leur rapport avec la ville. Est-ce que vous vous attachez aux habitants? Est-ce que vous avez vu de ça dans ce qui vous a été rapporté, dans les échanges que vous avez eus? Est-ce que ça vous vient? Mais quand on parle avec les Nazériens de leur ville, mais sans doute comme beaucoup de gens qui vivent au bord de l'eau, il y a quelque chose qui est... ils vivent avec ça, ils vivent avec cette eau vivante et avec le fait que on va peut-être pas pouvoir sortir parce qu'il va y avoir, je sais pas, il va beaucoup pleuvoir, ou il va y avoir une tempête, il n'y a pas des énormes tempêtes, mais quand même c'est une ville qui vit au rythme de ses marées. Et comme je le disais, le travail, la question du travail à Saint-Nazaire, elle est vraiment rythmée par les flux naturels. Donc, à chaque fois qu'on a parlé aux habitants, que ce soit ces habitants travailleurs des chantiers, les gens qui travaillent aussi à Airbus, c'est assez différent. En fait, c'est une technologie moins... elle est tout à fait manuelle aussi, mais il y a une technologie très forte, beaucoup plus de... Comment dire? On voit moins l'effort physique, en fait. Quand on voit les montages des bouts d'avion
qui partent de Saint-Nazaire pour Airbus. C'est le Beluga aussi qui atterrit à Saint-Nazaire. Le Beluga, c'est ce super avion qui contient des morceaux d'avion. Donc, le Beluga, avec sa tête de Beluga, une espèce de gros dauphin, atterrit à Montoire de Bretagne et sort de son énorme bec, capot, des bouts d'avion qui vont être réassemblés là-bas. Donc, ces gens parlent moins eux-mêmes de nature, mais parlent du cycle du ciel, de comment est-ce qu'il faut que ça soit dégagé, de comment est-ce qu'ils vont pouvoir atterrir ou ne pas atterrir, et souvent d'ailleurs ils sont en lien avec d'autres pays. Donc il y a quelque chose, cette ville elle est constamment reliée, soit par son flux terrestre ou naval, soit par son flux aérien. Et eh bien on sent des gens extrêmement fiers en fait. Oui, voilà. Extrêmement fiers. Il y a un sens. Enfin, je parlais d'aménité, mais c'était pas ça en fait. C'était justement que tout ce travail-là, les chantiers, les travailleurs des chantiers, etc., il y a un sens d'habiter dans cette ville et d'y travailler, et voilà, d'y œuvrer finalement. Et voilà, et tout ça dans une échelle plus globale, quoi. Ça d'appartenir peut-être à un tout, effectivement, ce dont vous parliez aussi à certains moments. On rencontre beaucoup de gens qui viennent, qui choisissent maintenant, alors soit des personnes à la retraite, qui ont choisi de venir se mettre là, parce qu'ils trouvent ça sublime. Et puis il y a des gens plus jeunes qui sont en pleine activité, notamment pas mal d'artistes. Là, depuis les 5 ans ou 6 ans où moi j'ai installé le travail, il n'y avait pas de compagnie de danse, il y en a 2, 3, et il y a beaucoup d'artistes, de jeunes artistes ou d'artistes, qui choisissent de se mettre dans cette ville à cause de ce qu'elle dégage et à cause de ce qu'on peut y vivre en fait. Donc oui, c'est une conjonction très particulière. Le film on le montre bien, c'est vrai. Oui. Ça fait ça m'a dit ça. Alors je suis devant un choix crucial puisqu'il est 7h combien 20 ouais. J'aurais bien aimé vous montrer des images de la performance dans l'installation du portrait de Saint-Nazaire, et ensuite il me restera quelques images aussi de ce voyage au Vietnam qui est un autre déplacement. J'ai l'impression qu'on peut faire les deux, mais je ne sais pas à quel moment vous aurez envie de parler, peut-être que vous n'aurez pas du tout envie de parler. Bon, peut-être on se lance sur les 8 minutes. Alors, c'est aussi un montage que nous avons sauvagement fait, Laurent et moi, tout à l'heure, pour pouvoir essayer d'attraper des extraits de la performance qui dure 1h30, puisque le film central, alors oui, l'installation de Nous venons de trop loin pour oublier qui nous sommes, c'est un film central, comme celui qu'on vient de voir, là il est 9 minutes, et 3 films qu'on appelle les films périphériques, qui sont parfois noirs, et parfois qui envoient des films qui répondent au film central. Donc soit il y a une espèce d'unisson où tout le monde est sur la ligne de soudure des chantiers, ou au contraire, on fait une espèce de contrepoint avec les films centraux, ils ne sont pas tous en activité en même temps. Peut-être ce qui est intéressant de vous dire, avant qu'on voit quelques films qui ne sont que des points de vue du caméraman, en fait, on n'embrasse pas l'entièreté de l'installation dans le film, là qu'on voit, mais si vous étiez les vrais spectateurs de notre vraie installation, on a voulu penser l'installation comme une métaphore de la ville de Saint-Nazaire. On était dans une des alvéoles dont je vous parle, l'alvéole 14, et on a disposé les 4 écrans en ayant construit une sorte d'îlot où les spectateurs pouvaient se mettre, mais surtout il y a l'idée de se promener et de pouvoir s'installer devant n'importe quel écran. Et on a aussi calculé le fait que depuis n'importe quel endroit, eh bien, on peut voir différents points de vue de la ville. Comme quand on se promène dans une ville, on est à un endroit, on voit quelque chose, on passe ailleurs, on voit autre chose. Donc, l'installation elle-même comme une sorte de métaphore de la ville elle-même. Voilà. Donc, il y a des noirs aussi qui ne sont pas les noirs du montage de Josselin, mais celui sauvage que nous avons opéré avec Laurent.
flottée qu'il y a dans la Loire et qui reste sous le pont Saint-Nazaire. Dans l'installation, il y a des traces, il y a des bois flottés qu'on a récupérés. Deuxième extrait, donc un peu plus loin dans la performance, au milieu de tous les bois flottés et de ce qu'on a récupéré dans la nature, on engage les spectateurs à se tenir la main, comme une figure qu'on voit sur un des écrans, pour se déplacer au milieu des bois flottés. C'est-à-dire comme dans une espèce de forêt. On demande aux gens, je guide devant, on demande aux gens de se donner la main et de faire attention à marcher, d'observer la nature qui est autour d'eux, c'est notre sol. Comme pour leur faire pratiquer aussi, et parce que nous vivons nous aussi comme danseurs sur scène, c'est-à-dire faire attention à l'espace dans lequel on est et pouvoir tenir une position avec les épaules croisées à l'égyptienne et marcher et pouvoir quand même regarder le film et traverser l'espace. Donc vous retrouvez les mouvements d'élingue que vous avez vus dans le film tout à l'heure, qui étaient dans les chantiers. Bon, moi j'adore ces élingues, elles sont tellement belles. C'est tellement beau de voir se balancer comme ça dans les chantiers. C'était impossible pour moi qu'il n'y ait pas des élingues des chantiers. Troisième extrait. Dans le film périphérique, Jocelyn et moi sommes sous une énorme souche sous le pont de Saint-Nazaire. On a utilisé une bâche bleue pour essayer aussi de personnaliser le vent dont on avait envie qu'il puisse entrer dans le life de Saint-Nazaire. Donc là, c'est une des alvéoles de la base navale de Saint-Nazaire dont je vous parlais tout à l'heure, la réhabilitée en lieu d'art. Et donc on a vraiment voulu essayer d'avoir des éléments naturels à l'intérieur de notre installation, donc de la fumée et du vent fait juste en courant et en se cachant comme des enfants sous une bâche. J'aime beaucoup tout ce qui nous fait disparaître, nous humains. Donc le noir de Mua de Soprano Solo, les feuilles de papier sous lesquelles les danseurs restent pour danser sans jamais découvrir, et cette bâche bleue, finalement, j'étais bien contente de pouvoir me cacher dessous aussi. Troisième extrait, pas très loin après celui qu'on vient de voir. Donc les spectateurs peuvent se déplacer, ils ont des zones où ils peuvent s'asseoir. Donc c'est le film central qu'on voit derrière, et on voit Freddy et Aristide, les deux enfants réfugiés rwandais, avec lesquels j'ai dansé. Eux dansent connaissent très bien le break et le hip-hop, et évidemment moi pas. Et on s'est donné une danse commune. Je leur ai appris l'étude révolutionnaire d'Isadora Duncan. Donc Isadora Duncan a été invitée par le gouvernement russe en 1925. Elle était vraiment en connivence avec le projet de l'Union soviétique, de la Russie d'époque. Elle est allée enseigner 3 ans dans une école qui avait pour idée de danser pour les ouvriers. Et donc elle a vraiment épousé un projet politique en partant 3 ans. Et je leur ai proposé, on les voit à l'écran, d'apprendre un des bouts d'études révolutionnaires qu'Isadora Duncan a fait, je dirais, en connivence avec les travailleurs soviétiques. Donc comme pour New York, on essaye de relier aussi à nos pratiques ou à l'histoire de nos pratiques. Voilà, donc ça c'est un des mouvements de la pièce d'Isadora, où elle lutte comme ça. Ouais, un mouvement un peu machinique, mais ça c'est l'écriture d'Isadora Duncan.
Moi, toujours sous ma bâche. Et je soigne avec des couvertures de survie. Vous avez au sol encore le bois flotté, une énorme souche qui est debout là, qu'on a récupérée aussi dans un endroit où les bois s'agglomèrent, restent échoués. Au loin, on est sous le pont de Saint-Nazaire, dans les alluvions que laisse la marée. Et c'est comme si on voulait incorporer, se maculer de ces alluvions. Voilà donc un petit extrait de la performance au niveau de notre voix. Peut-être par rapport aux habitants, on a travaillé effectivement avec le lycée expérimental, on a aussi travaillé avec bien sûr les travailleurs qu'on voit aux écrans, et ensuite des enfants avec lesquels on leur a proposé d'imiter certains matériaux. Et il y a tout un travail de ce qu'on a appelé des performances habitation, où on propose de passer quelques heures ou 2 ou 3 jours à des habitants et de venir performer avec nous certains moments. Donc on était un petit peu plus loin que New York, où on est les seuls à habiter notre installation. Là aussi parce que c'était la ville de Saint-Nazaire, on a fait tout un travail qu'on pourrait appeler d'action culturelle, mais qui aboutit au fait d'avoir des bouts de pièces avec des habitants qui parfois sont à l'écran ou pas, de façon à ce qu'eux-mêmes habitent l'installation, qui est un autre regard sur leur vie. C'est intéressant d'avoir aussi les enfants qui souvent intègrent les comportements des familles, la mémoire aussi, sans que rien ne se dise, pour qu'ils eux-mêmes fassent leur propre expérience, je trouve, et avec des artistes notamment. J'ai une autre question qui n'a pas grand-chose à voir avec ça, mais ça m'a rappelé que vous nous avez dit, est-ce que vous avez, en Haute-Savoie cet été, vous avez fait j'avais envie d'en savoir plus, juste à titre personnel, comment ça s'était passé justement, parce que les bois flottés m'ont rappelé ça, la forêt, et voilà, oui, il y a une scène nationale à Annecy qui, à la sortie du Covid, a proposé à une centaine d'artistes de venir danser dans la montagne et retrouver le public. Donc c'était un contexte tout à fait Covid compatible, on était tous disséminés dans la montagne, les gens nous voyaient de loin et on était tous postés à des endroits différents. Et moi j'ai choisi de travailler avec la nature qui était là, c'est-à-dire avec certains morceaux de bois que j'ai glanés là où ils étaient. Donc un travail, une espèce de construction, comme si je voulais reconstruire, non pas un arbre, mais voilà, des choses avec le bois, un peu comme l'artiste Lennon, mais tout à fait humblement en amont ce qu'il y avait, et puis danser avec. Et puis j'ai fait aussi des petits bouts du prélude à l'après-midi d'un faune de Nijinsky, puisque le faune de Nijinsky, il est dans un endroit de nature et il danse au milieu des végétaux. Donc je me suis dit, c'est aussi un cadre pour pouvoir danser du Nijinsky. Mais ça s'était très bien passé, on était très heureux tous de se retrouver, là je parle du public et c'était important ces cheminements avec le public, ces balades, pour que chacun puisse à son propre niveau, hein, toute humilité, s'approprier effectivement ce que font les artistes, mais du coup se reconnecter à la nature, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui, cette reconnexion. C'est pour ça qu'on a tant de mal à montrer effectivement qu'il faut s'attacher à préserver la biodiversité,
Et comment s'y attacher si nous-mêmes on y est totalement déconnecté? Ça, c'est quelque chose qui se discute beaucoup et ça reste problématique. Donc, je vois là une piste tout à fait extraordinaire, quoi. Ça va, vous tenez le coup? Je suis partie donc en février dernier. J'ai fait un voyage, ce qu'on appelle une résidence, à nouveau au Vietnam, à cause, on va dire, du décès de mon père vietnamien, il y a 2 ans, et donc il m'a fallu retourner dans ce pays pour essayer de faire quelque chose de la difficulté qu'engendre sa disparition. J'étais retournée une fois avec lui depuis le voyage qui m'avait permis de faire mieux en 1995. On avait ramené notre papa en 2003 pour retrouver son frère jumeau, et ça avait engendré une grosse difficulté pour lui. Et puis vers 2015, il avait manifesté le fait de vouloir y retourner. On n'a pas eu le temps de faire ce voyage. Et donc j'ai fait ce voyage toute seule, très accompagnée par lui, dans la perspective d'une pièce que je prépare et qui sera créée à Nîmes, dans ce théâtre même, les 18 et 19 mars prochains, à l'Odéon. Donc je retourne à l'Odéon, je retourne de là où je viens, je viens par rapport à Nîmes. Et j'avais envie de partager avec vous quelques images que l'Institut français a fait de ce voyage. Moi j'en ai fait beaucoup, j'ai fait beaucoup de photos, j'ai beaucoup écrit, j'ai vécu à nouveau un sentiment d'être en liaison continue, physiquement, à cause de l'humidité du pays, même en février, même si c'est l'hiver au Vietnam, il fait chaud, et à cause de la dose d'humidité dans l'air, eh bien, à nouveau, j'ai ressenti cette impression de me disséminer en fait, dans le pays, et particulièrement dans certains endroits où je suis arrivée, qui étaient liés aussi à des endroits où mon père est né, où mon père a vécu, et puis d'où il est parti. À l'âge de 16 ans et demi pour atterrir à Marseille, au bout d'un mois de voyage dans ces grands paquebots qui faisaient liaison entre le Vietnam et la France. Et peut-être juste dire une chose par rapport à cette conviction que les espaces nous font et nous faisons les espaces. Il a écrit dans un livre qu'il a laissé à ses enfants que il a regardé la rive, donc il part, il y a une dernière photo très touchante de lui, il est sur le quai, et puis il sourit, et puis il a un de ses frères entre les jambes, et comme il dit, j'étais complètement innocent, je ne savais pas du tout que je ne reviendrais jamais. Et donc cette photo est incroyable, il est sur le quai, on voit derrière des officiers français en short, exactement comme dans Tintin. Puis on voit ce jeune Viette qui sourit, qui a son frère entre les pattes. Et puis après, un quart d'heure après, une demi-heure après, il comprend que là, c'est vraiment un départ, il n'a que 16 ans et demi, et il a écrit dans ce livre, qu'il nous a laissé, qu'il regarde, donc il est sur le fleuve Saigon, il regarde, jusqu'à temps de ne plus pouvoir voir la rive, et là la panique le prend, et là il comprend que c'est fini, qu'il a quitté sa famille et que peut-être qu'il la verra ou peut-être qu'il ne la verra pas. Et donc, dans cette idée de vouloir reprendre les chemins, j'ai voulu refaire ce tracé des bras du fleuve Saigon jusqu'à temps qu'il ne puisse plus voir cette rive pour voir comment il avait quitté et pour voir comment il avait vu. Donc, ce qu'on va voir là, c'est l'extrait, je crois, où je danse très tôt le matin, puisque le soleil se lève à 4h30, 5h, ça tombe bien, je suis matinale et j'adore me lever en même temps que le soleil au Vietnam. Donc j'ai beaucoup dansé avec les arbres cette fois-ci, parce qu'ils sont... Oui, je me disais que les arbres, c'était ceux qui avaient vu le plus de choses en fait au Vietnam depuis toujours. C'est-à-dire il y a des arbres qui ont 300 ans, et bien eux, ils ont vu la colonisation, ils ont vu la chute de Saigon, ils ont vu tout ce qui se passe depuis. Donc j'avais très envie de danser avec eux, avec les arbres, pour sentir ce qu'ils disaient. On va voir un extrait, je pense, où c'est la fin de cette danse avec les arbres, et où je vais prendre cette barque pour faire ce
ce même voyage que lui pour partir. C'est dans le centre de Ho Chi Minh City. Alors, il n'y a pas de son. Donc, moi, je dis encore Saigon. Ils disent encore beaucoup Saigon au Vietnam, mais c'est bien Ho Chi Minh City. Et c'est un parc où les Viettes font du tai chi le matin. Il y a aussi des jeunes qui apprennent des danses pop. Et des personnes plus âgées qui font de la méditation. C'est un très bel endroit. Un saut dans le film de Brice Godard. Et donc là, je suis sur la barque et je fais le. Voilà, je quitte le quai de la messagerie, des messageries d'où partaient les bateaux pour aller vers la France. Ce qui est fou aussi avec un fleuve, c'est qu'on est sûr qu'on est au même endroit que tous ceux qui sont passés avant. C'est pas la même eau, mais on est quand même sur les mêmes rives. Enfin, sur le même tracé.
Et donc là, c'est un autre quartier, alors c'est plus bateau. C'est un quartier neuf de Saigon, qu'évidemment je ne connaissais pas, parce que la ville grandit, et s'érige de plus en plus. On est dans une des banlieues incroyables d'ailleurs, il y a beaucoup d'immeubles vides, il y a beaucoup de programmes vides, et il y a surtout l'immeuble là où on était, c'est que des expats, et beaucoup d'endroits vides. Il y a un côté vide, enfin non habité, pardon, il y a un côté totalement science-fiction à ce quartier-là de Saigon que je ne connaissais pas. Mais un peu comme toutes ces villes d'Asie où énormément de grands buildings sont construits. Et bien voilà, vous avez survécu à l'immense à la longue arche. Peut-être juste dire que je suis partie de la question du déplacement pour les danseurs, du fait de danser dans la nature, voilà, de se déplacer géographiquement, des pièces qui prennent la ville comme scène, qui prennent la nature comme scène. Et peut-être juste dire que le projet que vous voyez là, le solo, pardon, donc ça ce sont des images du voyage, et donc là je suis en train de préparer la pièce elle-même, qui ne sera pas un documentaire ni sur le Vietnam ni sur mon père, mais une pièce chorégraphique, qui va s'appeler donc Nuée. Et j'ai l'impression que Nuée, en rencontrant le territoire de Nîmes, puisque je suis en train de travailler à Nîmes pour cette pièce, où je viens régulièrement, je me suis trouvée, en dialoguant avec une personne qui est ici, Jean-Marc Prévost, à comprendre qu'il y avait beaucoup de Vietnamiens qui avaient atterri là, comme descendants de gens qui ont été raflés de force dans le delta du Mékong pendant l'effort de guerre. Et je n'aurais jamais pensé, parce que personne ne me l'avait dit, qu'il y avait plein de Vietnamiens ici. Donc je me suis mis furieusement, en même temps que de préparer Nuée juste en sortant du confinement, vraiment ici en juin et juillet, je me suis mise à sillonner, à essayer de rencontrer ces Vietnamiens, métis ou pas, de mon âge ou plus âgé, ou parfois plus jeune, parce qu'il y a des enfants d'enfants. Et donc, il y a un autre projet de territoire pour moi qui se manifeste comme une évidence, je ne sais pas jusqu'où je pourrais le mener, mais en tout cas qui recommence un peu comme un portrait, c'est-à-dire la Camargue, ou en tout cas le Gard et ses bras, enfin ses bouches du Rhône, qui ressemblent aux bras du Mékong pour les Vietnamiens qui ont finalement investi de force, enfin, ceux qui ont été amenés là, et leurs descendants, leurs enfants qui sont maintenant des Français qui vivent ici complètement, et qui connaissent le Vietnam simplement par leurs parents, ce qu'on leur a raconté, ou s'ils font une recherche un peu comme moi sur d'où est-ce qu'ils viennent. Donc, je n'aurais jamais imaginé que la Camargue puisse être aussi, à nouveau, un terrain d'élection ou d'investigation pour moi. Donc, je ne sais pas si je ferai un portrait de la Camargue, mais en tout cas, c'est comme si, voilà, ce projet Nuée, qui part de Saigon, de la frontière franco-cambodgienne où mon père est né, vient atterrir doucement, se diffracter dans votre territoire. Voilà, merci.